Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Un automne pour te pardonner, Beautiful Bastards ou encore After. Ces titres ne vous disent peut-être rien et pourtant, ils sont les romans les plus vendus dans l'Hexagone. Aujourd'hui dans le Grand JT, cap sur la New Romance, bien ce genre qui révolutionne le monde de l'édition et qui vend des millions. Passionné de son et de musique, Nicolas Laffitte est associé à la Philharmonie de Paris pour un ouvrage dédié à la musique, spécialement pour les enfants. On en parlera avec lui tout à l'heure. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur la polémique autour du film CE2, avec évidemment un petit retour sur la cérémonie des Césars de vendredi soir. Loïc, on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors que l'expérimentation nationale doit commencer à la rentrée prochaine, c'est aujourd'hui que l'uniforme a officiellement été testé à Béziers. Dans 4 écoles primaires de la ville, 733 élèves se sont présentés en classe avec cette tenue unique. Mais pour que tout soit prêt ce matin, il a fallu organiser des séances d'essayage en fin de semaine dernière. Nos confrères d'RMC y étaient et ils ont pu constater un certain enthousiasme des enfants comme des parents. L'uniforme est plutôt joli, ça fait penser à Harry Potter. Les matières, elles sont top. Ça se voit que c'est facile d'entretien et tout, donc je suis fan. C'est un soulagement temporel que pour nous, parce que comme ça, il n'y a plus besoin de se prendre la tête. Ça permet que tout le monde soit pareil et au moins, il n'y a pas de différence. Mais la mauvaise surprise, parce que oui, il y en a eu une, c'est qu'il n'y a que 2 tenues uniques par élève mises à disposition gratuitement par la collectivité, ce qui est quand même un peu court, surtout quand on est en primaire et qu'on se tâche quasiment tous les jours. Alors les parents pourront acheter des tenues complémentaires, mais cette fois à leurs frais. Il faudra compter 11 € pour un polo, 22 € pour un pull supplémentaire. Et Gabriel Attal, de son côté, a confirmé vouloir suivre cette expérimentation de près pour voir s'il y a des avancées en termes de laïcité, de réduction des inégalités ou de la violence. Sur les questions de laïcité, justement, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre a officiellement demandé la fermeture d'un collège musulman à Nice. Interrogée sur Télématin, c'était sur France 2, Nicole Belloubet a annoncé avoir demandé à la rectrice de l'Académie de Nice la fermeture du collège privé musulman Avicenne. Après plusieurs relances, l'établissement n'était pas très clair sur ses sources de financement, a-t-elle dit, et c'est contraire à la loi de 2021, la loi anti-séparatisme. Nous allons annoncer la fermeture avec une mise en œuvre décalée en septembre pour pouvoir prendre en charge les élèves. Nous avons là un système de financement opaque et c'est cela qui est contraire à la loi. Rappelons qu'en juin 2023, la Cour des comptes avait demandé au gouvernement un renforcement des contrôles concernant les établissements privés, aussi bien sur le contenu que sur les sources de financement. Direction Pau maintenant, après 2 enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes après les accusations d'agression sexuelle dans un collège privé catholique cette fois. Cet établissement accueille principalement des élèves en difficulté au sein d'un internat et c'est en dehors des heures de cours que plusieurs élèves ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de camarades plus âgés. Écoutez ce témoignage de Marie, la mère d'un adolescent harcelé en 2021. Je trouvais mon fils qui était transformé, le regard vide, il était pas bien, il parlait plus, c'était répétitif, c'était un non-stop toute la nuit. Je suis porté plainte, j'ai été voir donc avec l'école. La direction a tranché dans le sens que l'agresseur devait rester dans l'école. Mon fils, pour lui c'était insupportable de reprendre l'école quoi. Et du coup il a fallu qu'on quitte l'établissement. Tout s'est effondré pour lui. Les effectifs du collège ont doublé en 3 ans avec des profils parfois difficiles, mais sans les ressources humaines nécessaires pour les accompagner. La direction a été bien sûr prévenue par les parents. Elle a affirmé travailler depuis janvier sur un plan d'action, mais selon nos confrères de RMC, le personnel éducatif et d'encadrement est invité à ne pas faire de vagues lorsque des cas sont constatés. Ces 2 enquêtes préliminaires vont enfin permettre de faire la lumière sur ces nouvelles agressions qui ont donc été tues pendant plusieurs mois. Harcèlement scolaire, toujours, avec cette enseignante renvoyée en procès après le suicide d'une de ses élèves. Evaëlle, une collégienne de 11 ans, a mis fin à ses jours à Herblay, en région parisienne. C'était le 21 juin 2019. Ses parents dénonçaient depuis plusieurs mois le harcèlement moral qu'elle subissait de la part de 2 camarades, mais aussi de sa professeure de français. L'enseignante avait été mise en examen en septembre 2019, placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer et obligation de soins en attendant justement les suites de la procédure. Eh bien, on a appris ce week-end que le parquet de Pontoise a requis son renvoi en procès pour
pour harcèlement moral. Il en est de même d'ailleurs pour les 2 adolescents. Et si le juge d'instruction valide ce renvoi, elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel dans les mois qui viennent. La professeure risque 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Les élèves jusqu'à 5 ans de prison et 7 500 € d'amende. On continue avec ce sondage sur les personnalités politiques de moins de 45 ans qui inspire le plus confiance pour l'avenir. Une enquête Ipsos pour Le Parisien aujourd'hui en France révèle que le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement national Jordan Bardella et Marion Maréchal, qui est tête de liste Reconquête aux élections européennes, sont les politiques de moins de 45 ans qui inspirent le plus confiance à l'ensemble des Français. Mais précisément sur les 18-24 ans, le classement n'est pas tout à fait le même. C'est Jordan Bardella qui est en première position, Gabriel Attal en deuxième et Marion Maréchal en 3. 12 thématiques ont également été soumises à ce panel et c'est le pouvoir d'achat qui ressort comme la préoccupation numéro 1, suivi de la dégradation du système de santé et le changement climatique. Et puisqu'on parle des jeunes, le César des lycéens a été révélé en début d'après-midi et donc il est attribué à... Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry avec notamment Leila Bekti, Gilles Lelouch, Élodie Bouchez, Jean-Pierre Daroussin, Miu Miu et Adèle Exarchopoulos qui a d'ailleurs reçu vendredi le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. C'est l'histoire de victimes et d'auteurs d'infractions qui sont invités à dialoguer les uns en face des autres dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Ils vont ainsi exprimer leur mal-être, leurs blessures, essayer de se comprendre et de se pardonner. En tout, c'est un panel de 2286 élèves de terminale en métropole, en Outre-mer, mais aussi dans certains établissements français de l'étranger qui ont voté. Il y avait aussi en compétition pour ce César-là l'incontournable Anatomie d'une chute ou encore Le règne animal. Bravo donc à Jeanne Herry et Je verrai toujours vos visages. Merci beaucoup Loïc. 50 Shades of Grey avait un écho mondial, mais la New Romance ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, la Française Morgane Moncomble rafle toutes les ventes, dépassant de loin des auteurs phares en France comme Sylvain Tesson ou encore Michel Bussy. Alors qu'est-ce que la New Romance? On va en parler dans le Grand JT, ce genre parfois méprisé ou peut-être méconnu et qui se vend pourtant par milliers et qui fait lire les jeunes et les moins jeunes. On en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Marine Flor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditoriale chez Hugo Publishing. Merci d'être avec nous. Et nous avons le président de la maison d'édition avec nous. Bonjour Arthur de Saint-Vincent. Bonjour. Merci d'être là. Alors, évidemment, il y a toujours un avant pour se dire bonjour, etc. Juste avant l'émission, je disais, mais alors 50 Shades of Grey. Et non, Arthur me dit, mais non, ce n'est pas de la New Romance. Mais comment ça? On s'est tous trompés? Oui, parce qu'en fait, New Romance, c'est une marque qui a été déposée à l'INPI par Hugo Publishing. Il y a bientôt 10 ans. Il nous fait le coup de la marque. Exactement. D'accord. Il y a 10 ans, elle a été déposée en 2013 par Hugo Publishing. On a fêté les 10 ans au Festival New Romance l'année dernière et qui répond à certains critères. Et en effet, 50 Shades ne répond pas à tous les critères pour rentrer dans le terme de New Romance. Alors évidemment, pardon, vous allez m'expliquer plein de choses dans 2 secondes, mais forcément, je veux comprendre les critères. C'est quoi les critères de la New Romance? Il y a plein de critères de qualité notamment, et nous chez Hugo on a voulu mettre la barre assez haut en termes de qualité de fond et de forme, de qualité éditoriale, mais aussi des critères dans ces histoires qui devaient répondre à certaines choses et notamment à des qualités éditoriales, à une fin plutôt heureuse, à des caractéristiques de personnages. Et en effet, nous, au moment où on a déposé la marque, c'était pour ancrer l'univers dans un marché et c'est comme ça qu'on a pris de la part de marché, nous, sur ce domaine-là. Mais rassurez-moi, ce n'est pas que marketing de vouloir justement créer en fait une vraie marque qui est la marque New Romance que vous avez déposée. Ah non, la marque déposée c'est pour la forme. Pour le fond, je vais laisser Marine en parler. Mais dans le fond aussi, on a établi certaines choses auxquelles devaient répondre les histoires, sans pour autant enfermer nos auteurs et nos autrices, mais on a établi un certain cadre de manière à pouvoir guider nos lecteurs et nos lectrices. Et si moi je parle de romans érotiques, ça fait vieux con ou pas? Ah ouais, mais j'aime bien quand même le jeu comme ça. Mais si vous êtes obligé justement, répondez-moi, vous avez le droit de me le dire. Oui, on a dépassé ça depuis quelques années. C'est-à-dire que l'érotisme est un petit facteur de la New Romance. Je pense que si je dois redéfinir, il y a 4 points qui sont essentiels en New Romance. Le premier, c'est un peu l'évidence, on raconte une histoire d'amour. Bon, d'accord. Le deuxième point, c'est justement ces rapports sexuels. Ça fait partie d'une histoire d'amour et donc on ne s'en prive pas dans les romans. Mais ce n'est pas une obligation. Donc on a parfois des New Romances sans relations sexuelles. Le troisième point, c'est d'interroger la société actuelle.
Et donc, on passe par les histoires d'amour pour avoir une réflexion sur notre société. Et le 4e point, Arthur en parlait, c'est la fin heureuse. Voilà. Et on a chez Hugo un vrai amour pour ce type de littérature. On ne méprise pas la romance, contrairement à certains éditeurs parisiens. Et donc, on a voulu, il y a une dizaine d'années, la porter en librairie. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est le jeu, en fait. C'est-à-dire on écrit à la première personne. C'est valable pour tous les romans de New Romance ? Alors, pas tous. On a essayé de faire la 3e personne. On a remarqué que de temps en temps ça marchait, mais que les lectrices quand même avaient du mal à s'y faire. Et donc le jeu, oui, il est présent dans, j'ai pas de pourcentage exact, mais on va dire dans 4/5 des histoires de New Romance. C'est essentiel, c'est la meilleure façon de s'identifier finalement quand on lit ? C'est exactement ça. C'est vraiment un genre dans lequel l'identification est très très forte. Et donc c'est narré à la première personne, au jeu et au présent. On veut pas voir qu'on est en train de nous raconter une histoire. On veut vivre une histoire d'amour. Et donc pour ça, c'est vraiment un facteur essentiel. Et comment vous expliquez ce succès aujourd'hui ? On va le décrire de manière détaillée, bien entendu, mais comment vous expliquez ce succès aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que, j'ai du mal à y croire, mais on a vraiment besoin d'amour ? On a toujours eu besoin d'amour, finalement. Non ? Si, vous pensez que c'est ça, aujourd'hui ? Non, on a en effet toujours eu besoin d'amour. Alors comment vous décrivez ce succès incroyable de la New Romance aujourd'hui ? Il me semble que c'est par la qualité de ce qu'on propose. Là où avant, pour ne pas comparer... Évidemment. Par ne pas comparer avec Harlequin, on avait des histoires qui se ressemblaient, qui étaient un peu toujours les mêmes, qui répondaient pas tellement aux problématiques modernes. Et pourtant, ça marchait, Harlequin. Bien sûr. C'est culte, quand même. Mais je crois que la différence, et de ce qu'a essayé de faire Hugo, c'était de se mettre au goût du jour à travers des personnages qui étaient inspirés et elles-mêmes inspirantes, à travers des problématiques contemporaines qui n'étaient pas avant développées et que nous, on a pris à bras-le-corps, avec évidemment ce qui est arrivé dernièrement et les problématiques post-MeToo que nos autrices ont réussi non seulement à décrire à travers des histoires, mais aussi qui ont été des sujets pris à bras-le-corps pour en parler de manière décomplexée. Oui, c'est ça la force aussi, effectivement, des sujets de société, je vais y arriver, qui se retrouvent effectivement au cœur des histoires. Donc on est vraiment plongé à la fois dans sa propre histoire, grâce au jeu, au fameux jeu JE, à la fois effectivement à travers l'histoire qui est racontée et qui est très actuelle, qui est une problématique finalement qu'on peut vivre chaque jour. C'est exactement ça, tout à fait. Vraiment, aller interroger ce qu'on peut vivre au quotidien et puis une petite part de faire rêver aussi. Au-delà de ce qu'on peut vivre au quotidien, on a envie de s'évader, on a envie d'un bon divertissement. Et sur les facteurs du succès dernièrement, on peut en nommer tout de même quelques-uns. On a eu tout de même l'impact de la période Covid, des Français qui avaient envie de revenir à la lecture, qui avaient envie de revenir à une lecture de divertissement, et la romance était en plein dedans. Le développement de réseaux sociaux comme TikTok, qui côté vente a aussi un impact assez fort. Parce qu'en fait, on raconte, c'est ça, les histoires sur TikTok. En fait, le buzz s'est fait aussi grâce à TikTok. Évidemment, en fait, il y a des textes de fond qui marchaient très très bien, mais qui ont été, dont les ventes ont été multipliées par entre 5 et 10 par TikTok, parce que justement, les lectrices se sont appropriées ces textes à travers des vidéos courtes où elles exprimaient des passages très forts de ces romances à travers des pleurs, des rires, et effectivement, TikTok a été l'une des causes du développement de la New Romance. Mais il y a aussi le pass culture qui a été mis en place. Ouais. Et nous, on a aussi eu un rajeunissement de notre public cible, et par TikTok, comme le disait Marine, et par le pass culture, parce qu'aujourd'hui, on arrive à traquer les ventes du pass culture et on voit que la romance, c'est les premiers livres les plus vendus du pass culture sont des New Romances devant le manga récemment depuis 2024. Vous parliez des lectrices, c'est pas anodin, puisque finalement ce sont des femmes qui écrivent justement pour les femmes la plupart du temps, non ? La plupart du temps. En effet, la majorité de nos auteurs sont des autrices et la majorité de nos lecteurs sont des lectrices. Ça tend à évoluer un petit peu. On a de plus en plus de lecteurs, qui restent une petite minorité, mais de plus en plus de lecteurs et qui osent affirmer aujourd'hui qu'ils lisent de la romance. On a plusieurs comptes TikTok qui sont des comptes TikTok de lecteurs et qui sont en premier plan côté recommandations et qui n'hésitent plus, qui cachent plus leur romance derrière une couverture pour surtout pas dire qu'en tant qu'homme, on lit une romance. Mais pourquoi au départ le succès vis-à-vis des femmes, créé par des femmes pour des femmes ? Parce que quoi ? Parce que les femmes aiment la description, aiment comprendre, lire, entendre, aiment s'imaginer plus que les hommes ? J'ai du mal à En fait, je crois que ce qui a beaucoup évolué, c'est que ces livres, si vous regardez, ils sont extrêmement épais. Et dans ces livres, le développement des personnages est beaucoup plus important que dans d'autres genres. Par exemple, sur le genre du thriller, où là, on va plus développer et écrire des situations.
dans la new romance, les personnages prennent une place extrêmement importante et je crois que c'est quelque chose alors qui plaît pas que aux femmes, mais qui plaît aussi aux femmes, oui. Bah, qui plaît surtout aux femmes, manifestement. Mais écrire pour une femme, lorsqu'on est une femme, c'est assez différent que d'écrire que lorsqu'on est un homme pour une femme? Je pense qu'on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question de son public. On écrit parce qu'on a envie de raconter une histoire, parce qu'on a envie de développer des personnages. Qui le lira derrière, au final, peu importe. Vous me disiez que bon, ça faisait vieux conte, penser que c'était des romans érotiques. C'est fort possible. Certains le disent quand même, toujours, mais le revendiquent comme quelque chose de bien, au contraire, hein, en se disant moi j'adore ça, et voilà, et j'aime quand les scènes de sexe sont aussi décrites. C'est ce qu'on retrouve quand même pas mal, non? Pour certains des livres. Tout à fait, mais alors là où le roman érotique était très à la mode dans les années 80-90, et il était décrit comme du sexe qui peut mener à l'amour. Comme le disait Marine, dans la new romance, c'est des histoires d'amour qui peuvent mener au sexe. Et évidemment, même si le sexe n'est pas présent dans toutes ces histoires d'amour, il y est développé, il y est de temps en temps développé et très bien décrit par des femmes qui font évoluer des personnages féminins qui peuvent aimer ça sans tabou et sans pour autant que ce soit un problème. On ne peut pas imaginer le sexe sans amour dans la new romance. Pas en new romance. Ouais. Non, tout à fait. En roman érotique, oui. En dark romance, à la limite. En new romance, non. L'histoire d'amour est vraiment le cœur du genre. Et donc, vous pensez aussi que c'est ça qui fait le succès de la new romance aujourd'hui? C'est justement que ce soit lié l'un et l'autre? Oui, on en revient à l'identification, au fantasme, au fait d'avoir envie de faire rêver. Et je crois que les histoires d'amour font encore rêver et feront encore rêver pour un moment. La lectrice qui lit de la new romance va aussi voir des comédies romantiques, va être dans tout cette espèce de décorum, ou c'est encore un cliché? Alors, vu les chiffres de marché, la new romance, c'est pas 4 ou 5 lectrices qui se battent en duel. Donc oui, on pense que la lectrice de new romance, évidemment, elle aime les histoires d'amour, mais elle aime les histoires romantiques, et puis pas que. Elle est capable de lire du doc, du thriller. Aujourd'hui, je crois que le public de new romance, il est tellement large que il prend une très grande partie du marché. Et il faut pas juste le restreindre à des histoires d'amour, même si, évidemment, l'histoire d'amour reste toujours au centre. Oui, parce qu'on parlait de TikTok à l'instant. Quand des lectrices vont aller sur un réseau social pour raconter une scène décrite, pour raconter une histoire, ce qui est quand même génial, hein, parce que c'est le meilleur outil de communication qui soit pour vous. C'est vrai que c'est assez nouveau et finalement, on a très envie de décrire la dernière scène. Comment vous l'expliquez, ça? Qu'on vient de lire. Ce sont des pavés, hein, vous le dites, hein, donc en fait, forcément, on ne lit pas toujours en une soirée le livre. Donc on reste avec cette trame qui est là, on est dans l'attente. Oui, on a envie de vivre les histoires, on a envie de partager. Les réseaux sociaux comme TikTok se sont aussi développés parce que dans les médias traditionnels, les lecteurs n'avaient pas d'espace dans lesquels ils se retrouvaient. Ils retrouvaient de la recommandation et ils ont décidé de s'en emparer et de faire leurs recommandations eux-mêmes. Et ça passe en effet par cette mise en scène des livres, des scènes clés, le donner envie de lire, de pleurer, rire et transmettre des émotions. Alors, il y a plusieurs, je crois, genres dans la new romance. Il y a la romantasy et la dark romance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, la différence? Oui, alors il y a des genres et des sous-genres. En effet, au sein de la new romance, il y a des sous-genres qui vont être décrits par des environnements un peu différents. Il peut y avoir de la campus romance, si c'est sur des campus. Il peut y avoir de la romance psychologique, s'il y a un aspect un peu thriller. Il y a plein de sous-genres comme ça qui se sont développés. Et en termes de genre, effectivement, il y a la new romance, qui est le genre, on va dire, majoritaire aujourd'hui, mais qui aujourd'hui s'est fait développer des genres type romantasy, qui sont des histoires d'amour, de romance dans des univers fantasy dits alternatifs. Et donc là, c'est pour les lectrices qui peut-être seront un peu plus lassées d'avoir des histoires dans des univers contemporains et qui vont vouloir des univers alternatifs fantasy. Évidemment aussi, il y a des genres comme la dark romance, qui sont soit un genre, soit un sous-genre, là on peut aussi en discuter, mais qui sont là, des histoires d'amour avec, on va dire, des relations un peu plus toxiques entre les personnages et des scènes de sexe qui vont sortir un peu plus, on va dire, de l'ordinaire et qui vont être beaucoup plus épicées. Et comment Hugo Publishing est allé vers la new romance? Enfin, c'est récent? Ça fait combien de temps? Ah bah ça fait 10 ans, comme je vous disais. Oui, on a fêté les 10 ans, non, pas de souci. Et en fait, à l'origine, si vous voulez, quand on est éditeur, on cherchait surtout à cibler des gens, on va dire, qui vont être CSP+, parce qu'on se disait qu'il fallait que ces gens aient de l'argent là, qui sont plutôt rive gauche, parce que les éditeurs parisiens, ils aimaient bien, on va dire, se faire un petit peu mousser. Et nous, on a pris complètement l'opposé. On a décidé, d'aller chercher des gens qui étaient un peu oubliés à l'origine, qui n'étaient pas forcément CSP+, avec de l'argent, parce qu'on a fait des livres grand public et pas trop chers. Et on a été chercher aussi des femmes et des hommes qui n'allaient pas forcément être connectés et de villes
comme pouvaient les cibler avant les éditeurs, mais qu'on allait élargir à toute la France. Un gros carton, hein, parce que alors, vous me disiez, il y a moins, a priori, de lecteurs que de lectrices, mais enfin, ils y viennent petit à petit, finalement. C'est aussi la femme qui va dire à son mec ou à son mari, écoute, lis quand même, tu vas voir. Oui, et le mari qui, à force de voir sa femme enchaîner new romance sur new romance, se dit que peut-être il y a quelque chose à découvrir. Il y vient une première fois par curiosité pour se dire, bon, je vais en lire un, ne pas mourir bête. Et puis finalement, une fois qu'on est tombé dedans, de 1, on passe vite à 2, 3, 10, et puis on est accro. Marie-Jo, comment on travaille un texte de new romance? Enfin, quelles sont les exigences qu'on demande? Alors, on travaille de manière assez classique dans l'édition. Sur le processus de travail, on va avoir des grands retours avec l'auteur ou l'autrice pour lui signifier des baisses de rythme dans son intrigue, un personnage très important à développer, quelques généralités qui sont portées dans le roman et que peut-être il faudrait faire disparaître parce qu'elles n'apportent pas grand-chose, peut-être quelques scènes de sexe qui manquent, au contraire qui sont trop présentes et qui n'apportent rien à l'intrigue. Voilà, des grands retours avec lesquels on discute avec les auteurs. Et puis ensuite, un travail de préparation de copie. Et là, on reprend le texte phrase par phrase pour s'assurer que tout est cohérent, construit de manière correcte grammaticalement. Et puis ensuite, une correction. Voilà. Et à côté de tout ce travail sur le texte, on a un travail de plutôt communication, créer une couverture, trouver le bon public à qui parler du texte. Il y a une plateforme que j'ai sous les yeux qui s'appelle Wattpad. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'apparemment, il y a pas mal d'auteurs qui viennent de cette plateforme. Oui, alors comme on en parlait, je crois que la communauté du romance a toujours cherché à pouvoir s'exprimer sur un support qu'elle n'avait pas. Et donc, elle a commencé à s'exprimer sur des plateformes type Wattpad pour des lectrices, mais aussi pour des autrices. Et Wattpad, alors c'est une plateforme canadienne, je crois qu'il y a plus de 45 millions d'utilisateurs, qui a fait émerger des autrices, et notamment des autrices américaines et françaises, de manière très importante sur le marché français. Chez Hugo, on a toujours considéré ces plateformes comme des univers assez intéressants pour pouvoir repérer des jeunes autrices. Et c'est pour ça que nous, en 2015, on a créé Fixia, qui est notre plateforme à nous d'édition pour pouvoir repérer des jeunes autrices, et dont on est très fiers aujourd'hui. Alors justement, il y a jeunes autrices et puis il y a les autrices de toujours et puis j'imagine cette génération, la mienne ou peut-être celle de mes parents, qui ont envie aussi de ce type de livre. On parlait de la collection Harlequin qui reste quand même en tête, il y en a eu plein d'autres. Est-ce qu'il y a une grosse différence de propositions faites entre ces générations-là ou est-ce qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes ingrédients qui fonctionnent ? Sur le contenu, entre la proposition, entre les romans Harlequin et aujourd'hui la new romance, oui, on est assez loin. Non, ça j'imagine, je parlais entre les générations en fait, d'autrices. Entre les générations, nous, dans nos lecteurs, nos lectrices, on a un public qui est très très large. On a certes un public d'adolescents, mais qui va aussi de la mère de famille et pourquoi pas de la grand-mère. Et on voit d'ailleurs une certaine transmission des lectrices de new romance qui sont arrivées à la new romance alors qu'elles étaient jeunes mamans et qui aujourd'hui transmettent le virus à leurs filles et peuvent lire ensemble des textes de new romance. Mais on voit aussi des jeunes s'intéresser du coup davantage à la lecture, ceux qui s'intéressaient uniquement au manga par exemple avant et qui tout d'un coup viennent à new romance. Nous, l'objectif aussi, quand on a commencé à cibler ces jeunes filles et ces jeunes hommes, c'était de leur mettre le pied à l'étrier à la lecture pour après les emmener encore plus loin. C'est pour ça que chez Hugo, on a essayé de faire des textes de très grande qualité, abordables par le contenu et par leur support, avec des textes au départ qui étaient primo-numériques. On sait que les jeunes, ils lisent aussi sur des plateformes. C'est pour ça qu'au départ de la collection, on a sorti des e-books, de manière à pouvoir toucher un public avec un contenu adapté. Mais derrière, on a aussi chez Hugo des labels type poche classique, de manière à pouvoir comprendre que la fille qui commence par lire du Laura S. White, du C.S. Quill, du Morgan Moncomble, il n'y a aucune raison qu'elle n'aime pas Jane Austen. Et nous, dans notre rêve le plus fou, c'est que ces filles-là ou ces jeunes hommes-là commencent par lire de la new romance pour continuer, mais aussi s'ouvrir à d'autres types de textes comme du Jane Austen ou autres grands classiques. Vous avez des lecteurs qui lisent par exemple Houellebecq et qui lisent aussi la new romance ou pas? Est-ce que c'est compatible? Alors, dans l'édition, on ne peut pas tout traquer. Néanmoins, nous, on pense bien évidemment... Vous êtes fort quand même, hein. Franchement, on ne peut pas dire que votre maison connaît quand même un succès énorme. Oui, mais sur votre question, on pense bien évidemment que... Et il faut casser ces préjugés. On peut évidemment aimer lire de la new romance et lire du Houellebecq, il n'y a pas d'incompatibilité aux deux. Et bien évidemment, je pense que dans nos lectrices et nos lecteurs de new romance, ils lisent du Michel Houellebecq, du Musso, du Livy ou autres En tout cas, ils pourront sourire de certains titres. On peut faire des clins d'œil au titre de la new romance, s'il vous plaît, parce que franchement, à tout jamais, maybe not. J'ai même envie de prendre presque un petit air un peu...
Aime-moi, je te fuis, nos âmes tourmentées. Et alors le meilleur pour la fin, hiver pour te résister, un printemps pour te succomber, un été pour te retrouver, un automne pour te pardonner. Mais mon Dieu, que c'est beau. Mais vous avez non seulement... c'est beau. Vous avez raison, parce que la couverture et le titre sont une partie très 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 importante du livre. Et ces titres-là, qui sont évidemment toujours en adéquation avec le fond, ils sont réfléchis, ils sont beaux. Et je vais vous dire, en vous voyant les lire, vous nous faites un peu rêver. On a vraiment envie d'ouvrir le livre. Arthur de Saint-Vincent est parfait. Non mais sans plaisanter, non mais moi j'en souris, mais c'est vrai qu'ils sont très beaux, mais enfin quand même on est vraiment dans quelque chose de le aime-moi, je te fuis, nos âmes tourmentées. Je veux dire que la promesse elle est là en tout cas. Hein. Alors je vais vous dire, ce qui est drôle, c'est que vous avez l'impression que le titre est un peu cliché, alors que c'est tout l'inverse qui est dans le texte. Et c'est pour ça que la new romance marche. C'est-à-dire que la new romance, c'est casser tous les clichés qui peuvent ou qui pourraient être attendus par ceux qui la dénigrent, pour finalement parler d'histoires d'amour, de problématiques contemporaines et de personnages qui vont nous inspirer et qui vont même pouvoir nous guider, nous, dans notre vie de tous les jours. Alors, si maintenant, on ne se connaît pas tous les trois, mais enfin, si je devais vraiment, moi qui ne suis pas a priori une amatrice de new romance, mais si je devais vraiment lire un livre ce soir, ce serait lequel? Je laisse Marine, c'est la spécialiste. Je peux vous en donner un. Je peux vous donner trois titres. Allez, trois titres. Trois titres. Un premier, Jamais plus, de Colleen Hoover, qui est vraiment certainement le classique du genre des dernières années. Un très beau texte, une renommée internationale de l'autrice à ne pas manquer. Et le titre le plus vendu de Hugo depuis création de Hugo, avec plus de 650 000 exemplaires vendus. Waouh. Des très beaux sujets de société abordés dedans. Vraiment un incontournable. Le deuxième, 49 jours, je compterai pour toi, de C.S. Quill. 49 jours, je compterai pour toi. Oui, exactement. Je pense que pour tous les lecteurs qui pourraient avoir des préjugés sur le genre, se dire que la new romance peut manquer de qualité littéraire, c'est le texte dans lequel plonger pour faire voler ses préjugés en éclats. Et le troisième, Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, qui est un savant mélange entre une partie romance, entre une partie suspense, le tout dans un cadre d'université. C'est une petite pépite. Bon, promis, je m'y mets. Et je vous en rajoute un. Ah. Parce qu'en fait, la new romance qui évolue en permanence a aussi vu naître Hadès et Perséphone, qui est un gros succès du genre et qui montre à quel point le genre évolue et s'adapte. La mythologie, c'est quelque chose, c'est un sujet à travers l'ésotérisme qui est revenu au goût du jour. Ça me plairait. Et nos autrices ont pris le sujet en main pour réécrire la vie d'Hadès et Perséphone, comme l'a fait Scarlett Sinclair, et répondre aux exigences de la new romance et aux thématiques du genre. Peut-être commencer par celui-là, tiens. Mais promis, je dirai les autres. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Marine Fleur, vous êtes responsable éditoriale chez Hugo Publishing, et Arthur de Saint-Vincent, qui est le président de Hugo Publishing. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le Grand JT, j'accueille Nicolas Laffitte. Bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes auteur de ce superbe livre d'activités, son et musique aux éditions Bayard Jeunesse et en partenariat avec la Philharmonie des enfants. Vous allez nous raconter cela dans quelques instants. Vous avez été co-animateur de la matinale culturelle sur France Musique. Vous avez présenté l'émission Classico Dingo. Elle se dit comme ça, hein, Classico Dingo. Voilà. Ouais, Ça vous tenait à cœur depuis longtemps de faire ce livre? Oui, ça me tenait à cœur. En fait, je sais pas, il y a eu une espèce de chose qui s'est faite assez naturellement après l'émission Classico Dingo, justement sur France Musique, où on est venu me chercher, et Bayard notamment, pour avoir une sorte de continuité avec l'émission au livre. Ce qui n'est pas évident, en fait, parce que parler de musique dans un livre, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile, qui m'effrayait d'ailleurs, en se disant, mais quel va être mon support? Bien sûr, ce qui est extrêmement logique, et en contraire,
c'est une vraie réussite. On va expliquer pourquoi, oui. Mais ce qui est très très chouette, en fait, parce que moi, ça me force à penser, à écouter la musique différemment pour essayer justement de la transmettre. Donc c'est ce qu'on a fait avec Musique Pas Bête, qui a un joli succès depuis 7 ans maintenant en librairie, puis avec Chantons Pas Bête, et puis là maintenant c'est c'est un nouveau livre. Alors là pour le coup, on est vraiment plus dans l'activité, le faire et écouter. Alors c'est la réflexion que je me suis faite aussi. Je me suis dit, mais comment mettre en lumière justement on va pas faire plein de jeux de mots, mais ce son justement par le biais d'un bouquin. Et alors on ouvre la première page. Ton corps fait du son. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on fait avec nos enfants tout de suite quand on n'a pas d'instrument et puis on ne sait pas en jouer. Quand on a 2, 3 ans ou 4 ans, on se dit mais tiens, comment on va faire? On va claquer des mains, on va jouer et on va en permanence essayer de faire en sorte de créer quelque chose entre son corps et la musique. En fait, moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire le lien qu'on a entre notre corps et la musicalité. Il y a des questions que les enfants posent souvent, c'est qui a inventé la musique? Et quand on se pose cette question qui peut paraître naïve comme ça, mais en fait elle n'est pas du tout naïve, d'un seul coup elle devient hyper philosophique, mais c'est vrai, mais à quel moment on a commencé à faire de la musique et pourquoi, quel est notre besoin de faire de la musique? Et évidemment, le premier instrument auquel on pense, finalement, c'est notre corps. On a la chance d'avoir 2 cordes vocales avec lesquelles on peut parler, mais avec lesquelles on peut chanter aussi. Quand on commence à comprendre un tout petit peu le système de ces cordes vocales-là, où il y a l'air qui passe, notre cerveau qui commande à ces 2 cordes de se rapprocher, du coup, l'air pousse et ça commence à vibrer. Et là, on peut faire plein de choses. On peut parler, mais on peut faire aussi plein de sons différents. Je trouve ça assez extraordinaire. Et puis, effectivement, notre corps, on peut claquer des mains, claquer des doigts, frapper dans les mains, taper sur les cuisses. Et notre corps est un instrument absolument génial parce que on a des beatboxers incroyables dans le monde du hip-hop qui arrivent à imiter la batterie et toutes sortes de percussions de manière incroyable. On peut chanter. On sait à travers le monde qu'il y a des techniques de chant extrêmement différentes. Et puis, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la Philharmonie des enfants grâce à une énorme map monde. Et ça, c'est assez extraordinaire, tout ce qu'on peut faire avec sa voix. Ouais, notre corps et musique, en fait. Alors, ce qui différencie le son de la musique, alors il y a beaucoup de choses, mais il y a avant tout le rythme et puis la vibration. Parler de rythme à des plus petits, à des tout petits, c'est aussi une des choses essentielles pour pouvoir comprendre ce qu'est la musique, non? Mais oui, parce que la musique, au fond, on se demande un petit peu ce que c'est, notamment quand on voit le titre, c'est-à-dire 100% son et musique. Un son, a priori, si je tape sur la table comme ça, c'est un son qui n'est pas musique. En revanche, dès qu'on commence à organiser ce son, si je commence à taper 2 fois sur la table ou 3 fois de manière un peu régulière, là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça devient musique. Et c'est ça qui est assez génial, en fait, parce que même dans la rue, si vous vous concentrez, ou dans le métro pour venir ici, vous vous concentrez sur certains sons, vous allez trouver une rythmique, et d'un seul coup, ça devient musique. Et d'un seul coup, vous avez peut-être envie de chanter une mélodie dessus, ça va vous évoquer quelque chose. En tant que parent, en revanche, vous proposez de taper sur des casseroles à la maison. Merci, mais non merci. Non, mais en vrai, effectivement, à la maison aussi, on peut faire de la musique avec plein de choses. Oui. Mais pour les parents, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, même pour moi en tant qu'auteur de ce livre, ça a été compliqué. Vous auriez vu ma cuisine pendant que j'étais en train d'écrire ce livre, puisque tout a été testé et approuvé. C'était compliqué pour mes voisins et mon entourage, mais effectivement, c'est quand même... en fait, je me suis vraiment inspiré de ce qui se fait à la Philharmonie des enfants. Lorsqu'on entre dans ce lieu assez extraordinaire, où les enfants sont libres d'aller où ils veulent, dans les salles où ils veulent, etc. Il y a toute une partie où il y a des fouets, des casseroles, etc. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Donc, comment créer sa propre batterie à la maison? On le découvre dans le livre. Oui, on n'est pas obligé effectivement d'avoir un instrument de musique pour créer du son, et on retrouve effectivement la Philharmonie, mais c'est aussi une découverte justement de tous les instruments possibles, de toutes les possibilités que sont les musiques, puisqu'il y a plusieurs sortes de musique, et puis aussi l'idée du travail, de la gymnastique, quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui s'exerce. C'est évidemment très vite aussi dans le livre d'activité, c'est la gymnastique du chanteur, apprendre à respirer. C'est ce lien finalement, toujours encore une fois, qu'il y a entre le corps, le petit corps, puisque là on s'adresse aux enfants, et puis ce qu'on peut générer comme son. Oui, complètement. Et puis c'est vrai que je trouve ça extraordinaire de découvrir son corps pour un enfant à travers la musique. La musique, elle a cette chose extraordinaire d'être à la fois
toucher à l'intime et toucher à l'universel. Et toucher à l'intime, c'est se découvrir en tant qu'instrument, mais c'est aussi découvrir ses propres émotions, des sensations inédites qu'on va partager. Et ce qui est très très beau aussi, c'est quand on va au concert, qu'on y aille avec ses enfants ou pas d'ailleurs, mais d'être assis à côté d'inconnus. Et on est là, on est des milliers ou des centaines à regarder dans la même direction, à être émus, peut-être pas pour les mêmes raisons, parce qu'on n'a pas tous la même histoire, mais à être dans une énergie commune et à à s'émouvoir et à apprendre à se connaître en fait. Et en même temps à partager, parce que la musique, pour moi, c'est aussi beaucoup de partage. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire seul dans sa chambre ou dans la cuisine ou à l'aide d'un adulte. Mais il y a aussi plein de choses à faire en... Mais oui, à créer des percussions, à créer un ampli express, par exemple. Effectivement, tu prends 2 gobelets en carton et tu perces un trou dans le fond, etc. Ouais, on l'a tous fait, ça. C'est génialissime. Mais évidemment, le son qui est une image. Écoute le son de ton corps. Alors pas trop, parce que le ronflement moyen. Mais les percussions de manière générale, la symphonie des carottes, ça aussi c'est génialissime. Vous regarderez vraiment, c'est top parce qu'on ne se rend pas compte, mais effectivement, faire de la musique, une flûte, ça paraît comme ça, mais en fait c'est assez à la fois simple et compliqué. Il faut pouvoir imaginer et comprendre comment on crée un instrument. Tout est affaire de transmission en fait dans la musique. Tout est affaire de transmission, c'est vrai, de transmission et de partage. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, par exemple, avec les carottes, c'est que oui, on voit sa carotte quand les parents cuisinent, et en fait, se dire qu'on va en faire une flûte, c'est assez génial, mais c'est aussi une manière de comprendre comment naît le son. C'est-à-dire qu'une carotte, si on creuse juste dans une carotte comme ça, il ne va pas y avoir de son, on ne va pas pouvoir faire de musique. En revanche, si on creuse d'une certaine manière et qu'on fait un petit bec et qu'on voit que l'air va venir percuter, va être dévié en quelque sorte. C'est biseauté, c'est ça? Ouais. Là, ça va créer un son. C'est de la physique, c'est super. Mais est-ce qu'on n'a pas là la solution aux cours de musique qui pourraient être un peu mieux considérés par les élèves finalement qu'ils ne le sont aujourd'hui? Parce que nous, c'était la flûte à bec, vous vous rappelez? Aujourd'hui, c'est un peu plus moderne. Néanmoins, les cours de musique sont toujours un peu, c'est pas très grave, c'est pas très important. Là, on a peut-être un truc pour redonner un peu du goût de la musique aux élèves. Franchement, faites faire ça à des collégiens. Tant mieux, parce que c'est vrai qu'on a une image un petit peu difficile des cours de musique à l'école ou au collège. Cette fameuse flûte à bec. On a tous joué, soit sur My Heart Will Go On de Céline Dion, soit sur un petit Mozart, et c'était assez terrible, et je pense voilà. Mais ou des titres qui sont un peu plus, disons, difficiles à assumer lorsqu'on est collégien. Et c'est toujours ma question, pourquoi on ne fait pas chanter des chansons qui sont dans le répertoire assez populaire, assez sympathiques, plutôt que des chants qui sont assez compliqués pour les jeunes? Oui, surtout que, moi, après c'est mon avis personnel, mais la musique, c'est la musique, en fait. C'est-à-dire que, pourtant, moi, je suis vraiment fait une fac de musicologie, travaille à France Musique, etc. Donc, je baigne dans la musique classique quand même beaucoup, mais je suis absolument convaincu que toutes les musiques sont musiques, il n'y en a pas une au-dessus des autres. Il y a un héritage, il y a une histoire qu'il faut respecter, qu'il faut apprendre, etc. Mais tout se tuile en fait, et tout est poreux. La musique classique, évidemment, a inspiré plein de courants, le jazz aussi, mais inversement, aujourd'hui aussi. Et d'ailleurs, quand moi je vois des opérations qui sont faites où se mêlent, par exemple, le hip-hop et des orchestres symphoniques, je trouve ça absolument extraordinaire. Ibrahim Marlouf, par exemple, c'est extraordinaire. Par exemple, parce que d'un seul coup, on prend un angle par lequel on va amener des nouveaux publics, mais qui vont se rendre compte de ce qu'est aussi la puissance d'un orchestre symphonique. Et ça, franchement, la puissance d'un orchestre symphonique, il n'y a rien à dire. En fait, les ordinateurs n'y arriveront pas. C'est-à-dire, quand on va au concert, ça fait un truc, on a les poils qui se dressent. Mais tout est lié, quoi. Tout se répond. Alors, dans ce livre d'activités que vous avez compris, je vous recommande évidemment, qui est sorti chez Bayard Jeunesse, il y a des partitions aussi pour que les enfants composent leur propre musique, chant ou œuvre d'art. Il y a aussi des QR codes pour pouvoir retrouver des sons. Enfin bref, un livre d'activités vachement bien, hyper ingénieux, drôle, marrant, à faire seul ou en famille, avec les copains. Enfin, c'est super chouette, quoi. C'est pour pouvoir renouer justement avec le son et la musique. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Et je fais juste une petite parenthèse, c'est que
le 16 mars à la Philharmonie de Paris, on fait une grande chasse au trésor musicale dans toute la Philharmonie, la grande salle de la Philharmonie, que je suis en train de concevoir avec les équipes, en lien notamment avec ce livre 100% Sympa, je viens, voilà. moi. C'est le 16 mars. De la semaine, ça. Ouais, exactement. C'est pour mon agenda du vendredi. Notez-le, voilà, pour le 16 mars, donc le 15, vous nous ferez effectivement avec grand un plaisir. petit point sur la Philharmonie. Merci beaucoup d'avoir été Merci sur à le plateau. vous. Merci. Merci Nicolas Laffitte. Et tout de suite, eh bien, c'est à vous, cher Loïc, vous êtes là, ça tombe bien, vous savez. Alors Loïc, pour tous ceux qui ont suivi les Césars et pour les autres aussi, vous avez voulu faire la lumière sur la polémique autour du film CE2, film réalisé par Jacques Doyon. Un nom qui vous dit forcément quelque chose, puisque Jacques Doyon, 79 ans, est au cœur de l'actualité depuis le 8 février dernier. Ce jour-là, sur France Inter, la comédienne Judith Godrèche l'a accusé de violence, d'agression sexuelle et de harcèlement, notamment sur le film La fille de 15 ans, qui est sorti en 1989. Voici un extrait de ce qu'elle a dit sur cette expérience traumatisante. Sur le tournage, c'était hallucinant. Il a engagé un acteur, il l'a viré et il s'est mis à sa place. Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. On fait 45 prises. J'enlève mon pull, je suis torse nu. Il me pelote et il me roule des pelles. Un témoignage qui est corroboré par Jane Birkin. Et oui, parce qu'au moment du tournage de La fille de 15 ans, Jane Birkin était la compagne de Jacques Doyon ainsi que son assistante. Et voici ce qu'elle a écrit dans Monkey Diaries, qui est son journal intime paru en 2018. Il embrassait 20 fois de suite Judith Godrèche en me demandant quelle était la meilleure prise. Une vraie agonie. Judith Godrèche a donc remis le monde du cinéma face à ses responsabilités après son témoignage sur France Inter, un témoignage que vous avez sûrement suivi, puis avec son discours au César vendredi soir, j'y faisais allusion. Mais alors, en quoi ça concerne le monde de l'éducation, Loïc ? Eh bien, en fait, Jacques Doyon s'apprête à sortir un film assez attendu autour du harcèlement scolaire dont la diffusion pourrait être remise en question. Ça s'appelle CE2, sortie prévue le 27 mars, et voici son pitch. Claire, élève de CE2, est harcelée par deux camarades de sa classe, Kevin et Anthony. Sa mère intervient auprès du directeur qui ne comprend pas immédiatement la gravité de la situation et laisse les enfants face à face. Claire et Kevin, d'abord confrontés à ce qui les différencie et les oppose, apprennent petit à petit à se connaître. Voici un extrait de la bande-annonce. Tu sais ce qu'on te reproche. Claire dit que tu l'as entraîné derrière un escalier et que tu l'as embrassé. Et aussi que tu lui as soulevé sa robe, et un peu plus. Je pensais qu'elle était d'accord. J'étais pas d'accord, j'ai jamais été d'accord. Kevin, tu t'approches pas de Claire et avec toi il y a deux raisons, alors 1 mètre plus 1 mètre. Ces histoires, pourquoi ça tombe sur moi ? Ça arrive pas qu'à toi. Qu'il faut déterminer, c'est si cela s'est déroulé au cours d'un jeu, Arrêtez une de intention... parler de jeu. Attendez, qu'est-ce qu'il a encore fait là ? Parce qu'il veut rien me dire et moi j'en ai marre d'être toujours convoqué là. T'as klaxé aujourd'hui. Kevin! Alors comme ça, t'as déjà la moelle pour les filles? On peut quand même pas saisir l'autorité judiciaire à cet âge. Mais moi je peux pas laisser ma fille dans cette insécurité, vous comprenez ? Vous êtes venu pourquoi ? Pour me menacer gentiment ou pour régler les problèmes que ma fille rencontre avec votre fils ? Kevin, quand il était à la maternelle, il en a pris plein la gueule et moi je suis pas allé me plaindre. Un film qui traite évidemment du quotidien de beaucoup d'enfants malheureusement, de parents, d'enseignants. Mais la question maintenant est de savoir si évidemment il faut interdire ou pas la sortie de ce film. En tout cas, les producteurs ont tranché. Il sera bel et bien en salle le 27 mars malgré les controverses. En tout cas, pour l'instant, ça peut toujours évoluer. Le dirigeant d'Arena Films, donc la boîte de production, justifie ce choix par l'impossibilité d'adapter la sortie, je cite, à un calendrier judiciaire. Mais ce à quoi il ne s'attendait probablement pas, c'est à une fronde du parti du casting. Nora Hamzaoui, qui joue donc la maman, a été la première à s'exprimer sur Instagram mardi dernier. La sortie du film de Jacques Doyon, dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans, est maintenue. Je ne soutiens pas cette décision qui, d'après moi, représente un mépris vis-à-vis de la parole des femmes. Voici ce qu'elle écrit. Et de son côté, Alexis Manenti, qui joue le père du harceleur, a confirmé au journal Libération il y a quelques jours qu'il n'assurerait pas non plus la promotion du film dans les médias. Et c'est un nouveau coup dur pour ce film, Loïc, qui a déjà été bloqué pendant 2 ans. À cause, en fait, d'un différend artistique majeur entre le producteur et Jacques Doyon, qui l'a effectivement empêché de voir le jour puisqu'il a été tourné en 2020. De ce qu'a raconté le réalisateur au Cahiers du cinéma en 2022, la première version du film avait été acceptée, mais quelques jours plus tard, le producteur a demandé des changements radicaux au niveau du montage, changements que Jacques Doyon a refusé de faire, arguant notamment que c'était la première fois qu'on lui demandait de revoir sa copie depuis le début de sa carrière.
carrière. Et quant au producteur, eh bien, il a également répondu dans les cahiers du cinéma. En précisant que la première version du film n'était clairement pas aboutie, que Jacques Doyon avait refusé d'en proposer une nouvelle et meilleure, et qu'il souhaitait garder la main mise sur tous les aspects de son œuvre sans aucune contradiction, sans aucune remise en question, comme ce fut le cas pour ses précédents films. Et ça, très honnêtement, ça en dit long sur un certain cinéma, en tout cas un cinéma d'un autre temps. Quoi qu'il en soit, Jacques Doyon a porté plainte contre Judith Godrèche pour diffamation, et au moment où je vous parle, donc, le film sortira bel et bien le 27 mars prochain. Je terminerai avec ces mots de l'actrice Judith Godrèche, donc vendredi soir au César, dans son discours qui va faire date effectivement dans ce mouvement. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous ? Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ? Voilà ce qu'elle a dit, des mots forts qui vont résonner, espérons-le, encore longtemps. Merci beaucoup Loïc, merci. Je vous laisse découvrir tout de suite l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Maëva Fischer. Bonjour Maëva. Bonjour Malika. Alors, tu es auteure, compositrice, interprète, mais pas seulement. Tu es aussi médecin, radiologue et même maman de 6 enfants. Ce qui tombe bien pour le sujet de la chaîne. Ça doit faire des sacrées journées, ça, quand même. Ça fait des bonnes journées, des bonnes semaines, oui. Comment tu arrives à tout concilier ? Je fais tout avec beaucoup d'amour, toutes ces casquettes me plaisent toutes, donc du coup, je compte pas mes heures. C'est l'amour, quoi, la solution. C'est l'amour. On va y revenir, mais tout est allé très vite pour toi. Ça fait que quelques années maintenant que tu t'es lancée dans la musique, et ça a chamboulé un peu toute ta vie, j'imagine. Oui, vraiment. Les projets des prochains mois, c'est quoi ? Alors, il y a une petite tournée en Paris et France, un EP que j'ai promis avant la fin de l'année. Ça, c'est pour les projets musicaux. Et bien sûr, après le reste, ça continue comme d'hab. Ça veut dire quoi, comme d'hab, alors ? Comme d'hab, je continue mon métier de radiologue, qui me plaît énormément. Et bien sûr, je continue d'être maman. Bah oui, ça, tu vas pas pouvoir arrêter comme ça. Je fais pas de pause. On va faire un petit flashback. On va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Donc déjà, pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi à Paris. Ouais. Je suis née à Paris. J'ai grandi aux côtés essentiellement de ma mère et de mes grands-parents, puisque mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Et voilà, c'est surtout... Quel souvenir tu gardes de ton enfance ? Comment était ton enfance ? Une enfance très heureuse. Des parents séparés, mais qui essayaient de joindre les deux bouts. J'ai toujours vu mon père, on s'est toujours bien entendu. Ma mère qui a essayé de jouer les deux rôles en permanence et qui m'a beaucoup confiée à mes grands-parents. Mon grand-père était un homme extraordinaire et ma grand-mère existe encore. Qui ont joué un rôle de parents eux aussi, qui m'ont apporté... J'y repense souvent en fait, je repense souvent à mon grand-père parce qu'il m'a apporté des valeurs extraordinaires, un peu à l'ancienne, mais qui me servent énormément. Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance heureuse ? Oui, j'ai eu une enfance très heureuse. Des frères, des sœurs ? Non, malheureusement. J'ai 2 demi-sœurs, mais qui ont 9 ans de moins que moi. Donc pendant très longtemps, j'ai été un peu fille unique et j'ai attendu 5 ans avant d'avoir mes premiers cousins et cousines. J'ai attendu parce que vraiment, j'aimais pas être seule. Ce qui est drôle, c'est que je pense que le fait d'avoir été seule à développer qui je suis aujourd'hui, parce que j'ai passé beaucoup de temps à créer toute seule, à faire des spectacles toute seule, à enregistrer des musiques toute seule. Ta créativité, tu penses qu'elle vient du fait que tu aies été seule enfant ? Oui, je pense que c'est lié à ça. Après, je vois mes enfants, ils sont en famille nombreuse et ils sont aussi très créatifs parce qu'ils s'inventent des vies, ils s'inventent des jeux entre eux. Donc, j'imagine que c'est pas uniquement lié à ça, mais en tout cas, j'ai développé une part de rêverie et de créativité avec cette config familiale, mais j'ai attendu en fait 5 ans avant d'avoir mes premiers cousins et cousines avec qui j'ai sauté dessus dès qu'ils sont nés pour qu'on puisse faire des spectacles ensemble. Mais 5 ans, à cet âge-là, c'est quand même une différence d'âge qui se fait sentir dans l'enfance. Oui, mais au final, je suis toujours très proche d'eux et puis ça a été, j'ai quand même passé des très bons moments avec eux et 9 ans pour avoir mes deux demi-sœurs. Mais sauf que 9 ans, par contre, c'est un vrai écart. 9 ans, c'est un vrai écart. Je trouve qu'il y a presque une génération entre nous et on a mis du temps avant d'être proches parce que je pense qu'il y a toute une période où j'ai été pour elle vraiment la grande sœur qui peut juger. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que plus on avance en âge, forcément, plus l'écart est minime, mais voilà.
C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Maëva Fischer. À demain. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Évidemment, je ne veux pas raconter tout ce que vous dites dans votre livre, Antoine, mais quelles sont ces légendes qu'on raconte autour des sciences et qui sont en réalité complètement fausses? On peut peut-être commencer par le fameux Eureka qu'aurait crié Archimède dans sa baignoire. Oui, effectivement. Donc, l'histoire est relativement célèbre. Elle est très souvent illustrée. Donc, Archimède prend un bain, s'écrit Eureka, c'est-à-dire j'ai trouvé en grec, en s'apercevant que le niveau de l'eau monte à mesure qu'il immerge son corps. Alors ça nous est raconté en fait pas par Archimède, c'est déjà un premier indice que peut-être l'histoire n'est pas tout à fait vraie. Ça nous est raconté par quelqu'un qui s'appelle Vitruve, qui est un architecte romain qui vit 250 ans après Archimède. Donc imaginez si vous racontez un truc 250 ans après à propos de quelqu'un sans avoir de source entre les deux. Il y a quand même peu de chances que ce soit vrai. Et ce qui est intéressant en fait dans cette histoire-là, c'est que Vitruve écrit à des sortes d'étudiants en quelque sorte en architecture, et il veut magnifier la figure d'Archimède comme étant celle d'un grand génie qui est capable de trouver des idées extraordinaires, sortant de l'ordinaire, au sein d'un quotidien assez banal, voilà, une baignoire, et pourtant un génie arrive à en trouver une loi physique, celle de l'hydrostatique, qui est assez célèbre, la poussée d'Archimède. En fait, quand Vitruve fait ça, son idée c'est de dire je ne vais pas faire la biographie scientifique d'Archimède comme nous on la ferait aujourd'hui, mais au contraire je vais faire une sorte de légende autour d'Archimède pour valoriser ce personnage comme un idéal à suivre. Donc Vitruve il est parfaitement conscient qu'il invente une histoire, sauf qu'aujourd'hui nous, quand on la lit, on a l'impression que c'est une histoire vraie. On vous invite aujourd'hui pour nous parler des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est quoi ? Alors, les 1000 premiers jours, c'est donc, comme vous l'avez dit en introduction, la période qui va de la grossesse, 4e grossesse, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. On pourrait même élargir jusqu'aux 3 ans. Et on sait que c'est une période fondamentale pour le développement psychique, mais aussi physique de l'enfant, mais aussi tout l'environnement de l'enfant. Et donc, la femme enceinte, évidemment, le père, et puis l'environnement plus largement. On pourra parler des perturbateurs endocriniens, par exemple. Mais voilà, on sait que c'est une fenêtre vraiment d'ouverture pour la future santé de l'enfant. Fenêtre d'ouverture très importante pour la future santé de l'enfant et aussi pour les futurs parents. Monsieur le député, comme l'a précisé Élodie Emo, ça commence dès la grossesse. Parce que c'est vrai qu'on entend 1000 premiers jours, on pourrait se dire, bon, c'est jusqu'aux 3 ans, grosso modo. Mais non, en fait, c'est du début de la grossesse jusqu'aux 2 ans révolus. Cette période de grossesse est aussi capitale ? À mon sens, oui. Et d'ailleurs, tous les spécialistes le confirment. Quelle que soit la situation familiale, d'ailleurs, peut être une femme seule, ça peut être un couple. La façon dont on se prépare à cette naissance, surtout quand il s'agit d'un premier-né, évidemment, c'est une expérience extraordinaire, mais effectivement... Je me souviens. Inédite. Donc il y a pas mal de questions qui se posent. Et puis aussi quelques pathologies de la grossesse liées non pas à la santé proprement dit, mais à l'acceptation d'une femme de donner naissance à un enfant dans des conditions qui sont celles-ci ou celles-là. Et il y a parfois, vous savez, des dénis de grossesse avec des femmes qui refusent, inconsciemment bien sûr, cet état de grossesse. Donc la plénitude, l'harmonie, quelles que soient les circonstances, c'est important à préparer cette naissance. La thérapie narrative. C'est exact. C'est une thérapie qui nous vient d'Australie à la base, qui a été créée, inventée, on va dire, par Michael White. Et en fait, cette thérapie, pour faire court, parce que sinon il me faudrait toute l'émission pour pouvoir développer ce qu'est la thérapie narrative. On va le faire en résumé, on va renvoyer au bouquin. Exactement. En fait, ces 3 points, c'est la personne n'a pas un problème en elle. Donc la personne n'est pas le problème est extérieur à elle. Donc il y a un processus d'externalisation. Par exemple, si vous recevez une famille et où il y a ce qu'on appelle un patient désigné, si dans cette famille il y a une jeune fille qui pose une difficulté, le père ou la belle-mère peut dire un tel pose une difficulté, elle est insolente. Et en fait, moi, je fais un recadrage en disant il ne s'agit peut-être pas de cette jeune fille qui est insolente, mais l'insolence est en train de recruter votre famille. Donc elle est extérieure à vous.
Donc à partir du moment où on a mis à distance, on peut commencer le travail. Deuxième condition. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle les conversations thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des psys qui énonçons les choses et on prend la parole. Des psys qui parlent, quoi, pour faire simple. Donc ça, c'est aussi inédit. On écoute. Cécile qui pouffe derrière moi. Voilà, Serge, c'est pas le modèle. Non, je suis derrière vous. Vous êtes dans le canapé. Il se contente de faire. C'est pas ce modèle-là. Donc on est dans des phases interactives. Donc on appelle ça des conversations thérapeutiques. Et puis ensuite, on a un troisième point, donc qui s'appuie sur les recherches de Paul Ricoeur, où on est sur le concept que j'ai créé au fil de mes rencontres durant ces 2 décennies, les narrateurs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le patient devient auteur, acteur de son histoire et par là même de sa vie, ainsi que le thérapeute. Est-ce que vous pensez aussi que plus les jeunes passent de temps sur les réseaux sociaux, plus ils ont tendance à croire en des théories complotistes, par exemple ? C'est compliqué à dire. Les théories complotistes, elles existent depuis très longtemps. Après tout, voilà, on a inventé au 19e siècle que le Moyen-Âge était platiste. Voilà, donc on a inventé ça à plusieurs siècles d'écart. C'est faux, le Moyen-Âge a toujours su que la Terre était ronde. Aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent effectivement sur le platisme. Bon, je ne sais pas si les réseaux sociaux ont un impact décisif, c'est peut-être aussi tout simplement dans notre nature. Il faut aussi l'admettre et l'assumer. On aime bien le complot, c'est croustillant, ça nous parle. Voilà, c'est à nous aussi de grandir individuellement. Les réseaux sont un outil, c'est comme la poudre à canon, ça permet de faire des feux d'artifice, ça permet aussi de faire du canon et des fusils. L'usage qu'on en fait, il dépend de nous avant tout. On a souvent entendu, en gros, malheureusement, l'enfant tant qu'il ne parle pas, c'est pas intéressant. En gros, psychiquement, il ne se passe pas grand-chose. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il se passe beaucoup de choses. Alors, certains disaient tout se joue avant 3 ans, mais en tout cas, beaucoup se joue avant 3 ans. C'est Bernard Gols qui le dit, qu'un célèbre pédopsychiatre. Évidemment, les enfants ne parlent pas, mais ils comprennent 80% de la communication. 80% de la communication non verbale, et va se jouer des choses extrêmement importantes. Donc, même s'ils ne parlent pas, ils comprennent et ils ressentent énormément de choses. Et donc, la santé physique, évidemment, le suivi des vaccinales, le suivi médical est primordial pour la santé de l'enfant, évidemment. Et puis, comme monsieur le député le disait, la prématurité, toutes ces choses-là, c'est des vrais problèmes de santé publique pour lesquels il faut avoir la prévention est très importante, notamment pour informer les futurs parents. Il est important de se rappeler que le cerveau de l'enfant est en développement. Je vous coupe, monsieur le député. J'ai les chiffres qui viennent d'Harvard. Durant les 1000 premiers jours, la taille du cerveau de l'enfant est multipliée par 5. C'est ça, son volume, sa masse, mais surtout ses connexions. Et c'est-à-dire que toutes les acquisitions à venir vont se faire de façon évidemment plus ou moins spontanée. 700, le nombre de nouvelles connexions neuronales par seconde. C'est ça, le développement neuronal de ces connexions neuronales qui vont faire finalement toute la performance cognitive et puis psychique de l'individu à venir. Il faut préserver absolument cette période-là, c'est-à-dire ne pas exposer à des facteurs extérieurs et puis stimuler dans des... Ça peut être quoi ces facteurs extérieurs ? Eh bien, c'est bien sûr les expositions tabagiques, les expositions alcooliques, les expositions directes, l'allaitement des femmes, etc. Il y a une transmission à travers le lait maternel éventuellement, le tabac évidemment, le stress et les écrans qui commencent de plus en plus tôt. Et déjà les premiers retours sont inquiétants sur l'effet du développement neurocognitif de l'enfant. On dit souvent, Serge Maury, qu'il est important, même en cas de séparation, que chacun préserve la bonne image de l'autre parent. C'est pas toujours évident quand on vient de se quitter. C'est très difficile, effectivement, puisque le propre d'une séparation, c'est qu'il faut bien un motif pour pouvoir se séparer. Donc c'est un désaccord, une mésentente. Mais comment on fait d'ailleurs ? Parce que si on passe son temps à expliquer à ses enfants que papa ou maman est quelqu'un d'absolument génial et extraordinaire, mais que néanmoins on ne vit plus ensemble, il n'y a pas des effets de Larsen ? Non, pas forcément. En fait. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas non plus de trop... l'idée, c'est de ne pas basculer dans les extrêmes. C'est ça. C'est-à-dire pas trop de rigidification dans la dispute et pas trop de rigidification dans le monde idéal de la séparation. Le tout, c'est de nommer simplement les choses et de pouvoir accompagner l'enfant en annonçant, non pas en annonçant, justement en énonçant les choses. C'est-à-dire que l'effet d'annonce
est assez traumatisant pour un enfant. Si vous lui dites, voilà, de manière solennelle, ton père et ta mère vont se séparer, ça donne un effet de traumatisme total, de sidération chez l'enfant. Et ça peut produire le même au moment de la rencontre du beau-parent, puisque là, on a décomposé la famille, on va la recomposer quand même. Exactement. Et donc, on a décidé de recomposer la famille. Il faut présenter le ou les beaux-parents. Et ça, c'est forcément un moment délicat. Pareil, on évite de le faire... Alors, pas de manière solennelle également. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un concert, une fête foraine, que sais-je. Et faire un concert, d'aller au concert. On n'est pas obligé de faire le concert soi-même. Non, je précise. On n'est pas obligé de jouer de la guitare ou quoi que ce soit. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir dédramatiser, désolennaliser, je dirais, le moment et faire en sorte de le faire le plus naturellement possible et finalement d'éviter de faire des présentations. C'est justement le terme à éviter. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc. Avec un grand plaisir. Merci aussi à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Ce soir, c'est Théo Boscar à la réalisation. Le son, c'est Thibaut Gorillafont. Le maquillage, c'est Taï Sayad. Et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation.